c'est une version, disons-nous, analogue, non digitale de l'alternance entre variété haute et basse. Et donc, on décrit les passages en termes d'une sorte de courbe entre plus classique, plus formel, moins formel. Mais ce qui vraiment, c'est de mon point de vue, qu'un point de vue de linguistique formelle, donc un point de vue que cherche toujours des règles, c'est de trouver les règles. Et personne n'a vraiment produit des règles qui peuvent expliquer et pourquoi et comment, surtout, un locuteur passe d'une variété à l'autre. On n'a pas de règles qui expliquent vraiment comment une syntaxe mixte peut marcher. On dit que mélange, mais mélange selon quel principe? Harry Meidel, dans un article, Meidel dans sa thèse de doctorat, intitulé Mixed Varieties in Egyptian Arabic, je crois, avec les sous-titres Somewhere Between Order and Chaos, dans quelque part parmi l'ordre et les chaos. Donc c'est l'idée qu'on peut établir quelque sorte d'ordre dans la façon où les gens utilisent, dans son cas, l'arabe égyptien, mais pas vraiment de trouver des principes systématiques. Son livre donne beaucoup de données statistiques qui montrent comment on a une certaine tendance à utiliser des formes ou des autres lorsqu'on mélange l'arabe standard et l'arabe parlé. C'est intéressant même qu'il pour étudier cela, il a une chose que quelqu'un pourrait faire même aujourd'hui, pas avec moi, même en théorie, lorsqu'on a des classes à l'université, parce qu'il a enregistré des séminaires qui étaient donnés en Égypte par des professeurs qui parlaient en arabe mixte. Et donc c'est déjà, comment dire, une situation où on tend à utiliser une variété moins spontanée que d'habitude, parce que c'est clair qu'un séminaire n'est pas une occasion de production spontanée de la langue, même du langage, même si on mélange plusieurs variétés. Mais de toute façon, le résultat de tout cela est que les modèles de la diglossie, tout en étant un modèle suggestif qui peut donner apparemment une explication de comment l'arabe marche, ne parvient vraiment à donner des règles selon lesquelles, pour expliquer pourquoi, pour expliquer comment une langue mixte fonctionne. Et puis je pense que ces approches ont une autre limite, qui tendent à diviser les langues entre langues qui ont de la diglossie et langues qui ne l'ont pas. Et je ne pense pas que la réalité de l'arabe est qualitativement différente d'autres langues. Peut-être la différence entre variétés peut être dans certains cas plus grande, mais je pense que l'effet qu'une langue a des formes qui sont marquées comme formes dans certains niveaux ou dans l'autre, ou des formes communes existent plus ou moins partout. En français, on a des formes que nous n'utilisons qu'à l'écrit. Ils ne sont pas seulement des mots, ils sont même des constructions. Personne ne dirait en parlant « Jean est-il arrivé » par exemple. C'est une forme seulement de la langue écrite qui a un syntaxe différent de la forme qu'on trouve dans la langue parlée. Une forme assez différente et intéressante que Luigi Rizzi, par exemple, l'a analysée dans le cadre de la grammaire générative. Il a écrit un article sur cette construction qui n'est que de la langue écrite. Et donc cette égalité est plus ou moins commune à toutes les langues, comme on verra. Et tandis qu'on a la tendance à penser que l'arabe fonctionne de manière tout à fait particulière parmi les autres langues. Et je pense que ça peut même rendre plus difficile la compréhension des phénomènes linguistiques de l'arabe. Ma solution est plutôt une autre, de penser de toute façon aux langues en termes de systèmes. Et ça dérive d'une définition de Holiday et Hassan, un texte fondamental dans la cohérence dans les langages, Coherence in Language, écrit dans les années 70 par
ces chercheurs anglais, Holiday et une chercheuse pakistanaise qui vient au Royaume-Uni, Hassan, et ils définissent les textes en tant qu'entité cohérente basée sur un système linguistique. C'est-à-dire, si j'ai un texte, qui peut être un texte oral ou un texte écrit, prenons-nous, disons-nous, un texte de blog, par exemple. Si on a des gens qui lisent ce blog en tant que texte, ça veut dire qu'on a un système linguistique. Si vous prenez un texte en arabe plus ou moins informel et vous le lisez, ça veut dire qu'il faut avoir un système. Vous ne pouvez pas déchiffrer à tout moment des systèmes qui se mélangent. Ce n'est pas l'idée de Holiday Hassan. Donc, je pense que le choix préférable, le degré zéro de l'analyse linguistique est d'hypothéser qu'il n'y a pas une telle situation et d'essayer de traiter d'autres façons la variété qui existe sans doute dans l'arabe comme dans d'autres langues, et peut-être en arabe plus que dans d'autres langues. Et c'est en fait que locuteur, ici j'utilise ce terme un peu barbare d'écrivain qui est utilisé en fait par certains linguistes français parce qu'en anglais on utilise writer dans les deux sens. Donc writer c'est aussi l'écrivain, quelqu'un qui écrit pour sa profession et quelqu'un qui écrit dans n'importe quelle situation, donc pas un écrivain, mais seulement quelqu'un qui écrit. Et la seule solution est d'utiliser les participes, même si en français n'est pas vraiment beaucoup utilisé dans ce sens-là. Donc l'écrivain. Un écrivain d'arabe lit, l'auditeur écrivain lit ou écoute un texte sans s'apercevoir qu'il est une entité mixte basée sur des grammaires différentes. Et donc, peut-être, il faudrait quand même essayer de définir l'arabe dans le cadre d'une seule grammaire. Et un aspect très important, que les grammaires de ces variétés se chevauchent très largement. Ils ont de ce qu'on appelle, si on dirait en anglais, un overlap, qui est très fort. Typiquement, selon mes analyses, environ les 85 des mots dans des textes typiques sont virtuellement identiques. Dans des textes informels, donc des textes qu'on considérait d'habitude dialectales, sont des textes dialectaux, sont des textes où en fait on a une large partie des formes qui sont identiques entre classique et parlé, sauf pour la réalisation phonétique. Ça c'est un point important parce qu'en fait une réponse qui vient naturellement à l'esprit, c'est de dire bon, c'est vrai que Kataba et Ktsaba s'écrit dans la même façon, mais la prononciation est très différente. Ça c'est vrai, mais c'est vrai même que si on considère la forme d'un mot anglais, par exemple, et on pense à la réalisation que du même mot donne en anglais du Royaume-Uni, en écossais, en américain, en australien, on a des différences. Donc la vraie différence, c'est qu'on n'a pas l'habitude de considérer en anglais, que la version écrite du mot. Tandis qu'en arabe, on a toujours la tendance à transcrire les dialectes, surtout par les chercheurs qui ont étudié les dialectes arabes en Europe et en Occident. Et donc c'est clair que si je compare la forme écrite, la transcription phonologique de l'arabe classique et d'une variété d'arabe parlé, on a souvent, surtout dans certains dialectes, des différences. Mais il faut comprendre si ces différences sont-elles fondamentales ou non. Et je pense qu'ils ne sont pas si importants comme ils pensent. Et on va voir un exemple réel pris dans un blog que sert à entendre. On a une slide qui a disparu. Il était important, donc je la récupère. Attendez. Une autre présentation. Voilà.
c'est en anglais, mais ça n'importe pas. C'est un exemple d'un blog, Aïzaï Talak, que c'est un blog qui fait plaisanter, c'est un blague avec le blog plus célèbre Aïza Edgarvis. Dans ce cas, c'était une Égyptienne qui disait que si c'est joli de décrire tous les événements qui passent à une jeune femme égyptienne qui veut se marier, c'est moins divertissant, c'est plutôt compliqué d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour divorcer, par exemple. C'est un blog intéressant parce que c'était publié il y a quelques temps en dialecte égyptien, dans une forme qui est considérée en général en tant que dialecte égyptien. Je pense que si quelqu'un vous demanderait dans quelle langue est cet texte, on dirait, bon, c'est dialecte égyptien, plus ou moins, je crois, ou non? Oui. Et bon, donc, en principe, il serait une forme qui ne devrait pas partager beaucoup avec l'arabe standard. Donc, l'arabe standard est une langue, le dialecte égyptien est une autre langue. Mais si on considère les textes, on a des formes qui sont parlées, sans doute. Les billes devant l'imparfait du verbe, etc. Mais il y a aussi des formes qui sont typiquement écrites. Tu vois, ma, ce n'est pas une forme typique du dialecte égyptien, c'est une forme surtout écrite. C'est difficile de dire cela, dans quelle mesure on peut dire qu'une forme est écrite ou non. Mais j'ai une stratégie très simple. Comme l'égyptien est parmi les peu dialectes arabes avec les Marocains ont les dictionnaires des Golans, que c'est en fait une source d'information incroyablement riche. Pour l'égyptien, on a un dictionnaire très moderne, préparé par Badawi et Hintz, qui est vraiment un dictionnaire standard qui couvre essentiellement l'ensemble des deux dialectes. Et donc je considère égyptien ce qui est dans les Badawi. C'est une bonne solution. Parce que c'est toujours difficile de dire qu'est-ce qu'un mot dialectal, qu'est-ce qu'un mot d'autre type. Donc on a des formes comme fiwaktement, bezat. Oui, c'est très probable que l'autrice du blog les prononcera bizat, version égyptienne, mais elle écrit avec zal, donc c'est une formule qui, en tant qu'elle parle, a une forme écrite. Ça, c'est un cas, je ne sais pas si on peut bien voir, mais après on va les analyser plus, parce que c'était cette slide qui manquait dans ma présentation, mais après on va les voir. Mais si vous voyez ces formes, Badabas. C'est intéressant parce que c'est une forme qui veut dire plus ou moins chercher, croiser dans quelque chose, faire une recherche. Et c'est clair que l'autrice du blog a fait une chose singulière parce qu'elle a mis les bas de l'imparfait, qui c'est typique du dialecte, mais a écrit la dernière consonne avec ça. Donc, comme si c'était un mot classique. Ce qui est plus intéressant, c'est que c'est un cas militaire non classique. Il se trouve dans les dictionnaires d'arabe standard. Et dans les dictionnaires médiévaux, on a un cas dans les lisan arabe, mais pas dans ce sens-là. Donc, c'est vraisemblablement un mot dialectal. Mais elle l'a perçu comme un peu classique, peut-être, et l'a écrit avec ça. Mais avec le préfixe de l'imparfait, donc ça, c'est un forme hybride. Parce que si je mets les bas de l'imparfait, en principe, je devrais écrire sans les bas, mais en les réalisant. Ok, passons à la présentation. Attendez. Oui, maintenant, j'analyse toutes les formes qui sont dans cette blog et en cherchant d'analyser si en fait on a affaire à formes dialectales ou à des formes qui sont communes ou à des formes qui en principe sont classiques et se trouvent dans les textes en dépit du fait qu'ils se traiteraient d'un texte dialectal. Bon, on a da, et da c'est en fait en forme du dialecte. Même s'il faut observer deux choses. La première est que c'est clairement la même forme, le même morphème du classique Hada. Et puis,
si vous regardez n'importe quelle grammaire de l'arabe classique, les chapitres des démonstratifs est bien plus ample que les grammaires courantes pour les étrangers. Aujourd'hui, on dit qu'en arabe, on a seulement les démonstratifs hada, daka, peut-être dalika, mais au Moyen-Âge, on avait une quantité de démonstratifs. On avait des éléments qui pouvaient se coller, disons-nous, pour former des démonstratifs à différents niveaux de proximité, de spécificité, etc. Là, c'est tout à fait classique. Aujourd'hui, on l'utilise en arabe standard, mais surtout pour dire qu'on sort d'interjection, voilà, comme ça. Mais donc, on ne peut pas dire que ça, c'est une forme. L'aspect, dans ces cas dialectales, c'est seulement dans l'orthographie, mais pas vraiment dans l'effet que c'est une forme qui n'existe pas en arabe standard. Puis on a bod, min, en noir, ce sont des formes communes. Atasaulat, en principe, c'est une forme classique, empruntée au dialecte, parce que dans les Badawi, on n'a pas des tasaul. Donc c'est une forme qui n'est pas considérée quand même par les auteurs du dictionnaire une forme dialectale, mais c'est clair que c'est une forme qui vient du classique, même pour l'écriture, pour ses caractères en général. Les dialectes tendent à utiliser moins les masdar des formes dites dérivées, المزيد. Et donc, c'est clair que Tasawulat, selon moi, même à l'istigrabat qui vient jusqu'après, mais l'istigrab est enregistré par les Badawi, donc je respecte ma méthode, je dis que c'est en forme commune. Illi, c'est sans doute dialectal, mais ce n'est pas notre morphème, on n'a pas affaire à un mot qui n'est pas testé en classique. La forme qui vient après, c'est intéressant. Je pense que même en marocain, ça se passe de même. C'est-à-dire que la forme dialectale est plus régulière que la forme classique. Parce qu'en arabe classique, warada, ou peut-être vous n'utilisez pas warad en dialecte. Le verbe warad, c'est seulement classique. Bon, et donc en arabe classique, warad fait tarid à l'imparfait. Donc on a la chute de la consonne faible. Tandis que dans les dialectes égyptiens, on a la forme analogique de théorie. On continue, comme vous voyez, l'âge partie est commun, donc ala, bal, et les nafsi, ana, ala. Tandis que les autres formes ont bi, wib, aoula, essentiellement le bidal imparfait. Masalan, c'est intéressant parce que c'est clair que l'autrice va la prononcer Masalan avec sin, mais il écrit quand même avec ça. Donc on a des formes qu'il écrit de la façon classique parce qu'il, bon, pour plusieurs raisons, l'orthographie c'est une chose complexe comme aucun sait, mais de toute façon il choisit ou il subit le choix de l'écrire de la même forme du classique. Va faire avec les B. Souvent comment Itahit, la forme dialectale qui correspond à Tahat, fait Wartma, dans l'ensemble est peut-être un emprunt du classique, surtout l'usage de ma dans ces cas. Wa'ana, Bidabis, on a déjà parlé de ça. Voilà. Notez combien de formes sont communes. Lorsqu'on n'a pas commune, lorsqu'on n'a pas de divisions, sont formes qui peuvent être liées hors contexte en tant que classique ou parler. Comme l'arabe égyptienne a un vocalisme très proche de l'arabe classique, dans ces cas, même la prononce est pratiquement la même. Donc on n'a pas la question des voyelles qui ne sont pas prononcées, qui sont prononcées réduites, etc. Dans ces cas, c'est vraiment pratiquement la même forme. Il faut voir qu'ici on a Yahusni ou Yehusni, mais c'est vraiment une différence faible. Les dates écrites à la façon classique, là, ou Warak, etc. Atahil, Polinosa, tout. La seule forme ici qui est vraiment pour laquelle on pourrait dire que c'est seulement dialectal, c'est zai. Vous savez qu'en égyptien on dit zai pour dire comme, tandis qu'en arabe classique on utilise d'habitude misla, ka dans certains cas, etc. Mais ces zai, c'est vrai que c'est une forme marquée pour les dialectes ici, c'est clairement une forme dialectale. Mais c'est, de nouveau, c'est pas un morphème
qui n'existe pas en arabe classique, parce que ça vient historiquement des aïs, dans les sens de forme, ornement de quelque chose, oui, aussi, oui, un vêtement, etc. Et donc, al-azaï serait à la façon de, littéralement, de la même façon, historiquement, en français, veut dire la forme où quelque chose est fait. De l'ouarte, de nouveau, une forme dialectale réduite, parce que c'est le même de Hadalwat, on a presque terminé. Ainda Dukhul al-Mudawana. Al-Mudawana, ici je l'ai considéré un emprunt, mais c'est clair qu'à l'époque du dictionnaire, qui est de la moitié des années 80, on n'avait pas de Mudawanat. Donc peut-être aujourd'hui il serait inséré dans la nouvelle édition du Badawi. Ce qui cette analyse nous enseigne est que, au moins dans un texte ordinaire, informel, considéré habituellement un texte dialectal, la grande partie des formes est absolument commune entre arabe standard et arabe parlé. Et donc, ça mène à considérer s'il est raisonnable de penser, d'écrire une grammaire formelle qui cherche à tenir compte des différentes variétés d'arabe. Bien sûr, c'est une chose qui n'est pas très commune, mais très facile sans doute. Mais je vais montrer comment on pourrait faire ça. Avant, considérons une chose. Pardon pour les parenthèses que pour quelques raisons se sont invertées. Bon, hada che devient da ou les da au commencement des dalouates est vraiment quelque chose de différent de ce qui se passe par exemple en anglais lorsque shall et will deviennent elle. Je pense qu'on n'a pas vraiment une différence essentielle parce que dans les deux cas on a affaire à des formes qui sont historiquement liées, bien sûr, parce qu'elle est une forme abrégée. C'est une forme qui dérive de la chute de quelque chose, hada, ou peut-être pas de la chute, peut-être da continue l'état de l'arabe classique, tandis qu'en arabe standard c'est répandu l'usage de hada. Mais si vous pensez, bon, on pourrait dire oui, mais en anglais on écrit ça depuis longtemps, même dans les textes anglais. Oui, ça c'est vrai, mais avant, d'abord, on l'écrit depuis quelques dizaines d'années, parce que si vous voyez les textes anglais du siècle, du 19e siècle, on n'écrivait pas d'habitude LL, on écrivait Shall et Will longuement. Et puis, on a dit que ce sont des choses écrites, mais même ce qu'on trouve dans un blog écrit. Donc on pourrait dire, si on les trouve dans un texte écrit, à les mêmes droits de citoyenneté dans la grammaire d'une forme plus classique. Mais les mécanismes sont les mêmes. Il, on peut le considérer une sorte de forme zéro du relatif. Donc en arabe, le relatif est déjà une forme appauvrie en arabe classique parce qu'on sait que le relatif n'a pas de variation pour et arabe sauf au duel. Donc lorsqu'on étudie l'arabe à l'école, on apprend que Allah et Allati ne changent pas pour les cas, mais Alladani devient Alladaini, Allatani devient Allataini, et c'est tout. Donc c'est déjà une forme qui ne manifeste pas les différences entre cas qu'on trouve d'habitude dans les nombres, au moins si on décide de réaliser des arabes, ce n'est pas une décision très fréquente. Donc, déjà, Allah et Allah, c'est une forme appauvrie. Mais les dialectes arabes tendent à utiliser une forme encore plus appauvrie, c'est-à-dire une forme invariable, comme il est. Mais ça, c'est, je crois, un phénomène pas tellement différent du fait qu'en anglais, même si les bonnes grammaires enseignaient jadis qu'on a une différence entre who pour les nominatifs et whom pour les accusatifs, à côté des whose pour les génitifs. Aujourd'hui, on a tendance à écrire toujours who. Donc c'est une forme qui neutralise une opposition, et c'est le même qui se passe entre l'adi et allati. Enfin, des fois parler comme les bi devant l'imparfait,
qui ont même certaines différences syntaxiques, ne sont pas vraiment trop différents des formes parlées qui sont écrites, surtout bien sûr dans certains types de textes, comme one to qui deviennent one, une certaine variété d'anglais parlé. Et donc, comme c'est très célèbre, Chomsky même a dédié un article à la one contraction, à les situations où on peut faire one, parce que ce n'est pas toujours possible. Donc pour lui, c'est la démonstration que dans certains cas, on a une trace qui empêche la contraction. Mais c'est intéressant que, même pour Chomsky, qui a une idée historiquement très peu soucieuse de la variété à l'intérieur d'une langue, il veut décrire la grammaire mentale de quelqu'un, et donc il n'a pas traditionnellement pas beaucoup de soucis sociolinguistiques sur la variété des langues. Chomsky n'a pas de problème à traiter dans la même grammaire one, two et one. So I think, donc je pense que même dans le cas de l'épi de l'imparfait, il ne devrait pas être si difficile de les traiter. Même parce que, ici je me fais un peu influencé par mes études sur les grammariens arabes, peut-être, mais même à l'intérieur de la grammaire arabe traditionnelle, il n'est pas impossible de penser de traiter ces préverbes de façon formelle. Parce que, par exemple, du point de vue de la forme, on n'a rien vraiment de différent entre les ça du futur, qui c'est lui-même l'abréviation de Salfa, et les bi qu'on utilise en dialecte pour l'imparfait, ou les ka utilisés kaka dans différents dialectes marocains. C'est un préverbe, donc on pourrait les traiter même à l'intérieur de la grammaire arabe, qui ne les traite pas parce qu'ils ne s'occupent pas du dialecte parlé, bien sûr. Mais dans les modèles de la grammaire arabe, on pourrait les traiter et trouver une analyse formelle. Si quelqu'un reportait Sibawahi et lui demanderait d'écrire une grammaire d'un dialecte arabe, il pourrait utiliser les mêmes structures dans ces cas, parce qu'on n'a rien de différent. Comme entre eux, c'est pas très connu, mais la grammaire arabe classique de Sibawahi décrit déjà des cas qui sont semblables aux cas qu'on trouve dans les dialectes d'aujourd'hui, qui étaient attestés même dans l'arabe anti-islamique. Par exemple, c'est le célèbre cas de Akaloun il-Baraghifu, c'est-à-dire des dialectes qui faisaient l'accord complet du verbe devant les sujets. Donc même ces cas qui est typique des dialectes qui n'est pas régulier en arabe standard est déjà analysé, décrit par la grammaire traditionnelle. Bon, maintenant je fais un bref excursus dans les modèles grammaticaux que j'utilise dans mes travaux de grammaire formelle à la fois et de grammaire computationnelle. Je les décris un peu parce que ce n'est pas les paradigmes grammaticaux plus connus au monde. On a bien des linguistes, même formels, qui ne savent pratiquement rien de cela. Mais la raison pour laquelle je me suis approché de la grammaire catégoriale, c'est que une grammaire qui a peut y avoir une traduction très directe entre formulation linguistique et implémentation. Ce qui est d'habitude un très grand problème pour les modèles de linguistique formelle. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas de parseur et absolument pas de générateur qui peut utiliser une grammaire de type chomskienne pour analyser des textes et surtout pour les générer. Tandis que pour la grammaire catégoriale, on a des modèles qui marchent très bien, on peut même les voir si on a du temps en fin de cette présentation. Historiquement, ici, un mot est tombé. La grammaire catégorielle n'en est probablement parmi les plus anciens paradigmes grammaticaux, mais les plus anciens paradigmes grammaticaux formels, bien sûr, et génératifs. En fait, la première introduction de ce modèle remonte aux années 30 du siècle XXe. Elle a été introduite par un logicien polonais qui s'appelait Ajdukiewicz. Mais malheureusement, cette proposition n'a pas été très répandue parmi les linguistes parce qu'Ajdukiewicz n'a pas écrit en polonais, mais a écrit son article dans lequel il a introduit ce modèle grammatical en allemand. Et à l'époque, l'allemand était très lu parmi les logiciens, mais pas parmi les linguistes.
Et donc, ça a été seulement Barry Hillel qui, après la guerre, a appliqué à la linguistique les modèles de la grammaire catégoriale de Hrynkiewicz. Et l'idée de base de cette grammaire, on va le voir tout de suite un exemple, mais parce que je comprends que en fait, c'est difficile de s'occuper de comprendre les détails des grammaires formelles si on n'est pas habitué un peu à les voir. Mais l'idée de la grammaire catégoriale est qu'il y a deux types de catégories. On a des catégories primitives et des catégories, qu'il faut lire ensemble, des catégories complexes. C'est-à-dire que on a des catégories qui sont plus ou moins des éléments saturés, c'est-à-dire des éléments qui sont complets, qui n'ont pas besoin de rien d'autre pour être autosuffisants, et qui sont les catégories primitives. Et donc, typiquement, dans une grammaire catégorielle, ces catégories sont les noms, l'équivalent du syntagme nominal et la phrase, mais pas les verbes. Pourquoi pas les verbes? Parce qu'un verbe est une catégorie qui a besoin de quelque chose pour se compléter d'un sujet, d'un objet direct, d'un objet indirect, d'un autre objet. Donc, le verbe a une structure argumentale. Et pour cela, les verbes est décrit en termes, comme on verra, de catégories complexes. Et une chose un peu drôle pour un linguiste est que la grammaire catégoriale n'a pas de règles linguistiques. Vous savez qu'une grande partie de la grammaire formelle du XXe siècle, surtout la grammaire générative, vise à trouver des règles formelles pour décrire la façon où la syntaxe marche. Chomsky pense que la syntaxe soit innée, donc présente dans les cerveaux dès la naissance avec des structures dédiées, chose que je personnellement ne pense pas, mais ce n'est pas la chose fondamentale ici. Je suis plutôt, de ce point de vue, proche. Pour sa proche, je pense que l'habilité linguistique est une habilité générale qui se spécialise selon certaines pressions de l'ambiance, mais ce n'est pas une chose qui a vraiment des structures dédiées dans la façon où Chomsky le pense, et selon moi, sûrement pas dans la syntaxe. Mais de toute façon, ça c'est vraiment une chose à côté. Dans la grammaire catégoriale, les règles sont seulement des mécanismes très simples pour combiner les signes. Donc, on n'a rien à faire avec la nature grammaticale des signes. Par exemple, Max Dittmann, qui était le refondateur de la version moderne de grammaire catégoriale qui s'appelle Combinatory Categorical Grammar, c'est-à-dire grammaire catégoriale combinatoire, a écrit une grammaire des accords du jazz, par exemple, en utilisant le même formalisme, parce qu'en fait, on n'a rien de spécifiquement grammatical dans la forme pour cette chose mélange. Cette approche peut-être peut avoir une certaine attraction pour des ingénieurs du texte plutôt que des linguistes. Et ça, c'est l'aspect très important, que la grammaire catégoriale est une grammaire très lexicaliste. Qu'est-ce que veut dire? Dans les grammaires traditionnelles, on a l'idée qu'on a la grammaire où on trouve les règles des syntaxes, les règles de morphologie, etc. Et puis on a le lexique. Le lexique est une liste de mots, plus ou moins. Pour la grammaire catégorielle, c'est le lexique qui contient toutes ces informations. Donc on n'a pratiquement pas rien qui n'est pas dans le lexique. C'est une approche très différente de l'approche traditionnelle de la linguistique. Et donc on n'a pas vraiment de règles linguistiques, mais disons-nous de règles d'organisation du lexique. Donc de hiérarchisation, inheritance, j'ai oublié comment est-ce qu'on dit en français, et l'héritage, etc. En plus, la grammaire catégoriale a une approche qu'on définit monostratale, c'est-à-dire on n'a qu'un stratum de définition linguistique. Vous savez que par exemple la grammaire générative chomskienne a plusieurs composantes, une composante phonétique, une composante syntaxique, une composante sémantique, peut-être une composante